Bonjour, messieurs, je vous adresse mes sincères salutations. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé, ainsi que toute votre famille. Notre présentation d'aujourd'hui se base sur la continuité des travaux sur la recherche scientifique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, notre présentation va s'intéresser sur les comment, c'est-à-dire comment réaliser une communication scientifique. Après avoir dépassé tout ce qui est études, usages, méthodes et techniques qui nécessitaient souvent d'un niveau très détaillé et complexe d'idées, il faut maintenant que nous passons à l'étape que j'appelle triomphale, que c'est la communication scientifique. Il ne suffit pas tout simplement d'achever à la fin de la rédaction scientifique, mais il faut la communiquer, c'est-à-dire il faut la divulguer. Il faut que les gens sachent, il faut que le monde soit au courant. Tout simplement, si on veut définir la communication scientifique, il s'agit d'une activité qui j'appelle primordiale ou bien triomphale, qui a comme objectif la diffusion de la problématique ou bien des résultats de notre recherche, soit à un grand public ou bien à un public restreint. On ne va pas seulement se limiter à définir la communication scientifique, mais avant de rentrer dans les sujets tels qu'il est, avant de rentrer dans les sujets dans les profondeurs, il est important de retenir des idées essentielles sur ce sujet. Premièrement, la première notion à retenir, c'est la notion de la communication. La communication, c'est tout simplement l'ensemble des interactions avec celui qui transmet l'information. Et la deuxième idée, la deuxième notion que j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est la notion du scientifique. Scientifique, c'est cette personne, ou bien c'est celui qui s'intéresse à l'étude de la science, ou bien qui étudie des méthodes, qui utilise des méthodes plutôt scientifiques. Tout simplement pour nous dire que la communication scientifique n'est pas exécutée pour n'importe qui. Il faut que la personne soit dotée d'un esprit scientifique. Alors nous continuons. Il existe plusieurs formes ou bien manières de communiquer. Nous pouvons communiquer d'une manière scientifique, soit à travers des thèses, soit à travers des mémoires, des masters, des livres, présentations en colloque et même par des articles. D'ailleurs, c'est la forme la plus utilisée sur laquelle je vais m'attarder beaucoup plus. Sur ce qui concerne les articles, il est important de savoir qu'il existe plusieurs formes, mais nous allons présenter 4 les plus courants. Dans bientôt, nous allons faire face au premier type, c'est les mémoires de master. Il s'agit d'un document qui normalement contient 15 à 30 pages et qui doit suivre les recommandations ou bien les prescriptions de l'école doctorale. Deuxièmement, nous avons la thèse de doctorat. La thèse de doctorat, c'est un document plutôt synthétique qui contient un ensemble d'articles ou bien un ensemble d'articles publiés ou bien des parties des différents articles empiriques. Troisièmement, nous avons les articles théoriques. Les articles théoriques, les acteurs s'appuient sur les données empiriques afin de pouvoir créer ou bien afin de pouvoir construire un modèle bien spécifique. Normalement, il s'agit d'une nouvelle théorie ou bien le fait d'interroger une validité ou bien la consistance d'un modèle qui existait déjà ou bien sur la base d'un raisonnement inductif. Enfin, il y a un dernier qui ne concerne pas forcément notre domaine, mais qui est d'une très grande importance dans la recherche scientifique, surtout pour les domaines médicaux, qui c'est les cas cliniques. Il est plus difficile à maîtriser dû à sa complexité et normalement, il contient des descriptions cliniques qui décrivent les signes ou bien les symptômes du patient ou bien d'une maladie. Afin de pouvoir faire un diagnostic par la suite ou bien de créer des interprétations qui peuvent en fait l'aider l'équipe médicale ou bien l'équipe de l'analyse pour une analyse ou bien pour une prochaine recherche. Dans cette partie, on va répondre à la question comment commencer. Tout d'abord, rassembler et organiser la documentation qui va vous être nécessaire pour votre projet avant de commencer à écrire. De telle sorte
vous trouverez facilement tout ce dont vous aurez besoin au moment voulu, tels que la description du matériel expérimental, les résultats, les statistiques, les graphiques et les articles, ainsi que les références bibliographiques. Tout le temps que vous passerez à vous organiser sera du temps gagné pour écrire sans peine. Il vous faut vous centrer sur le message que vous voulez faire passer. Prenez le temps de réfléchir précisément à ce que vous voulez que votre lecteur retienne de votre travail. D'abord, inscrivez sur une feuille de papier les trois points principaux que vous voulez transmettre. Ensuite, résumez par écrit votre travail en une phrase. Enfin, décrivez en 1 minute votre recherche à un ou une amie et prenez le temps nécessaire à cette étape de votre projet. Il est toujours difficile de résumer en une phrase une recherche. Ne vous découragez pas. Apprenez à centrer votre pensée sur le point principal de votre recherche. Si vous n'y arrivez pas, pas de panique. Essayez de résumer en 2 phrases. En cas d'échec, trouvez la raison de votre échec. Parlez-en à des amis et demandez-leur de vous aider à faire émerger la question principale de votre travail. Dans une deuxième partie, on va répondre à la question « Comment faire un plan de travail ?» Cette étape suit celle qui a consisté à rassembler les différents documents qui seront nécessaires à votre rédaction. Il convient maintenant de faire un plan de travail ou une feuille de route. L'objet d'une feuille de route est de découper votre travail en plusieurs tâches plus restreintes. Il ne s'agit pas du plan de votre mémoire, mais d'un aperçu de la manière dont vous allez vous y prendre pour articuler entre elles les étapes de la rédaction. N'oubliez pas qu'il s'agit de rédiger un plan et non le travail lui-même. Il suffit donc de rédiger rapidement quelques points principaux. Le premier point consiste à rédiger et préciser quel est le sujet central de votre travail en une phrase. Tout ce que vous allez écrire dans votre manuscrit viendra alimenter ce thème général. Le deuxième point consiste, lui, à décrire la population que vous avez étudiée et les critères de choix que vous avez utilisés, ainsi que la méthodologie que vous avez employée. Pour le troisième, il s'agit d'un résumé de votre problématique, la question que vous vous êtes posée et les hypothèses et les solutions à cette question que vous avez testées. Le quatrième consiste à présenter les résultats principaux de votre travail. Vous les avez sans doute déjà formulés dans votre thème général. Il y en a peut-être d'autres dont vous souhaitez faire état. Notez-les comme ils vous viennent. Pour le cinquième point, il consiste à décrire les conclusions et les implications de votre recherche. Qu'y a-t-il de nouveau à la suite de votre travail et en quoi cela importe-t-il? Quelles sont les limites de votre étude? Avez-vous des conseils à formuler pour les prochaines études? Quant au sixième point, il faut organiser et regrouper les idées qui sont liées entre elles. Faites une liste des points clés de votre travail, organisez-les par ordre chronologique ou d'importance ou par un autre critère. L'important est que leur structuration soit claire et logique. Organisez, suivant ces points clés, vos résultats et vos conclusions afin de les présenter logiquement et clairement dans votre texte. Pour le dernier point, il faut classer vos références bibliographiques en fonction de ces points clés. Commencer un brouillon manuscrit. Vous disposez déjà d'une feuille de route ou plan de travail d'aide à la rédaction de 2 étapes précédentes qu'on a traitées avec mes collègues, sinon faites-le. Il s'agit maintenant de transformer ce plan en une version narrative. Il vous faut raconter une histoire, ce qui compte à ce point est de se mettre à écrire, de noircir des feuilles de papier ou l'écran de votre ordinateur. En fait, dans cette partie, je veux
je vous donne 13 consignes à suivre pour réussir ou bien pour bien organiser ou bien pour bien faire son bruyant manuscrit. Rassemblez la première consigne, rassemblez tout ce qui vous est nécessaire. L'ensemble de vos données, de vos références bibliographiques, des bruyants, des tableaux de résultats et des illustrations, etc. Écartez de votre ordinateur ou de votre plan de travail de tout ce qui vous pourrait vous distraire, tel que les emails, téléphones, livres, journaux, TV, etc. Installez-vous confortablement dans un endroit qui vous convient. Deuxièmement, commencez à écrire. Dans cette toute première version, ce qui importe est que vous rédigez vos idées. Peu importe à ce stade le style, l'orthographe, la grammaire de vos phrases, écrivez quand vous êtes en forme, pas lorsque la fatigue vous prend. Donnez-vous les moyens d'être tranquille pour rédiger. La troisième consigne, écrivez rapidement. Sachez que pour la plupart des personnes, le premier jet est la partie la plus pénible du travail, diminuant. Donc, essayez de diminuer la douleur en écrivant rapidement cette étape. Voilà, tenez-vous aux idées qui vous viennent à l'esprit, à l'écriture. Restez dans le fil de votre pensée, écrivez vite pour rester dans le rythme de vos idées. Laissez des blancs quand un mot ne vient pas. Utilisez des abréviations, les corrections viendront après dans l'étape de réécriture. Quatrième point, écrivez en parlant à haute voix. Cela vous aidera à formuler avec vos mots ce que vous voulez réellement dire. Cela facilitera également la lecture de votre travail si l'on peut entendre à votre voix. Cinquièmement, écrivez sans chercher à mettre en forme. Ne cherchez pas à formuler votre pensée et dans le même jet à faire la mise en forme éditoriale de votre travail. Sinon, vous n'allez arriver ni l'un ni l'autre correctement. Tenez-vous à une présentation logique de vos arguments pour l'instant. Sixièmement, ne vous écartez pas de votre feuille de route. Utilisez les titres et sous-titres de votre plan de travail pour vous centrer sur ce que vous voulez dire. Si vous vous apercevez que votre esprit s'égare, arrêtez-vous et passez au point suivant de votre plan. Septièmement, écrivez par morceaux. Ne cherchez pas à écrire votre mémoire en une seule fois. Non, c'est faux. Considérez chaque partie de votre travail comme un mini-essai. Réalisez votre note. Gardez à l'esprit l'objectif de la partie que vous êtes en train d'écrire et ce que vous voulez dire. C'est très important. Huitièmement, mettez votre brouillon de côté. Oubliez votre brouillon au moins pendant quelques jours. Si cela vous est possible, abandonnez-le pendant une semaine. Il s'agit de vous en détacher afin de pouvoir le retravailler avec le regard d'une autre personne. C'est pas vous. Il est toujours difficile de relire et mettre en forme son propre travail. Neuvièmement, corrigez votre travail. Cette étape, c'est la plus importante pour rédiger un brouillon manuscrit. Corrigez-le en sachant qu'il faudra le corriger le nombre de fois nécessaire pour être certain qu'il ne peut plus être amélioré. Les corrections ne peuvent pas être faites en une seule fois. Prévoyez plusieurs sessions de travail dévolues aux différentes sortes de corrections. Il s'agit de relire votre travail, non pas avec le regard de l'auteur, mais avec celui d'un critique exigeant. C'est comme un autre qui va lire votre travail, qui va refaire votre travail, en posant des questions qui sont pertinentes. Toutes les phrases ont-elles un sens? Dans les phrases les plus longues, ne perdons pas le sens du début. Dans les paragraphes les plus longs, y a-t-il une seule idée exprimée? Sinon, peut-on les séparer en deux? Il vous faut supprimer les mots inutiles sans pitié.
N'hésitez pas à barre euh, de votre texte toutes les expressions toutes faites et vides comme il est bien connu, ainsi que les mots, en particulier les adverbes, etc. Évitez aussi toutes les formulations négatives. Construisez vos phrases à la voix active. Vous gagnez en facilité de votre compréhension et en force de conviction de votre propos. La voix active est celle qui utilise la structure sujet, verbe, objet et que vous utilisez habituellement quand vous parlez. Donc, utilisez un langage que vous comprenez et qu'on comprend tous. C'est ça l'essentiel. 10e point, corrigez votre travail pour le rendre clair et consenti. Rappelez que vous écrivez pour autrui, pas pour vous. À cette étape de révision, réalisez-le en prêtant particulièrement l'attention à la clarté du texte. La plupart des phrases ne doivent pas excéder 20 à 25 mots. De même, tenez-vous à des paragraphes de 200 à 250 mots. Faites la chasse aux mots inutiles, supprimez le verbiage. Il vous faut utiliser des verbes efficaces dans la mise en scène de votre propos. Ne nominalisez pas les verbes. C'est ça l'essentiel. La 11e point, faites lire votre manuscrit par un tiers. Sans être un spécialiste de votre travail, ils doivent pouvoir facilement trouver les points suivants. Quel est votre résultat principal? Quel est le message que vous voulez faire passer? Qu'est-ce que votre recherche apporte de nouveau? C'est ça l'essentiel. Demandez-lui de vous marquer les passages ou les mots difficiles à comprendre. Deuxième point, c'est l'utilisation de la ponctuation. C'est très essentiel. La ponctuation va vous permettre de faire varier la structure de vos phrases. Aussi, en aérant votre texte, vous facilitez la lecture de votre travail. La ponctuation permet de séparer les idées exprimées. La capacité de séparer va en augmentant de la virgule au point, en passant par deux points tirés, parenthèses et enfin le point virgule. Le point virgule permet de relier deux propositions ayant chacune un sens indépendant. Il peut aussi être utilisé pour séparer les parties d'une phrase qui contiennent des virgules. Par exemple, la phrase suivante, la MNE, reflétée par un processus pré-perspective de compréhension automatique entre les stimuli rares et une représentation neuronale en mémoire. Ça, c'est un exemple. La dernière consigne ou le dernier point, c'est structure d'un paragraphe. Un paragraphe ne doit pas contenir plus d'une idée principale présentant à son début. Cela aide le lecteur à prévoir où vous voulez en venir, qu'est-ce que vous voulez dire en fait. Une présentation logique des idées va de l'idée directrice ou différents arguments qui l'appuie et qui la justifie en respectant l'ordre chronologique. L'utilisation d'une même organisation grammaticale des phrases facilite la lecture d'un paragraphe. Si nécessaire, utiliser des mots de liaison entre les différents arguments. Le lecteur se rappelle plus facilement de la première et de la deuxième et la dernière phrase d'un paragraphe par ça. Utilisez l'une ou l'autre pour faire passer votre message. Alors, comment rédiger la discussion? Il faut suivre certaines étapes qui seront la structuration de la discussion en allant du spécifique au général, de vos résultats à la théorie et à la littérature, et reprenez les mêmes expressions clés, le même temps, c'est-à-dire si on fait le présent, on doit rester en présent, le même point de vue que ceux que vous avez utilisés dans l'introduction. Commencez par redonner les hypothèses que vous avez testées. Montrez en quoi vos résultats confirment les hypothèses qui ont été posées. Alors, il faut aussi confronter les explications divergentes de vos résultats et formuler les limites de votre recherche. Ça, c'est très important. Et les confronter aux différentes conséquences de leur validité. Il faut résumer les principales conséquences de votre travail de manière concise et formuler vos conseils pour les prochaines recherches. Il faut montrer et expliquer en quoi vos résultats et interprétations peuvent avoir une influence
sur la compréhension du problème que vous venez de traiter. Et il faut conclure en rappelant votre résultat principal. En ce qui concerne la rédaction de votre introduction, il faut fournir un contexte scientifique général pour votre lecteur afin qu'il puisse comprendre le problème qui est traité. Il s'agit donc d'initier l'introduction par une présentation concise du problème, du contexte scientifique du problème, présenter la littérature scientifique pertinente à la question, définir les objectifs de la recherche que vous voulez faire, à quoi vous voulez arriver. Les hypothèses doivent être intelligibles, c'est-à-dire elles doivent être appréhendables et compréhensibles. L'introduction ne doit pas dépasser 5 paragraphes, qui sont le premier, on doit y mettre les informations établies, qui sont connues. Le deuxième paragraphe, on doit passer par les points controversés. Après, en resserrant sur la question qui en découle, c'est-à-dire la problématique. Quatrièmement, on se concentre pour terminer sur les hypothèses que l'on veut tester, la solution proposée à la question. Et cinquièmement, enfin, il faut montrer en quoi l'approche que vous proposez est innovante et importante. Maintenant, comment faire une bonne bibliographie? Il faut vérifier l'exactitude et la justesse des noms propres, des dates et de l'orthographe. Il est raisonnable de citer 1 ou 2 articles récents dans l'introduction. Pour vérifier votre bibliographie, n'hésitez pas à utiliser un système informatique qui nous serait pertinent. Et l'organisation de la bibliographie va varier suivant des journaux scientifiques, des ouvrages et des articles. Bonjour, je me nomme Daniel Atimbio. Comme notre thème se porte sur la communication scientifique et mes amis vous a présenté sur comment réaliser le résultat, la discussion d'introduction, la bibliographie et autres choses, moi je vais vous présenter sur comment choisir un bon titre, comment faire un bon résumé et on va finir par quelques questions d'éthique. Donc commençons par le titre. Le titre est l'identité de ton travail et le titre est utilisé pour séduire le lecteur potentiel de ton travail et aussi ça servira comme un guide de leur imagination. Le titre met en évidence la thématique de ta communication scientifique. C'est un instrument d'assurance que ton travail sera lu aussi. Donc, comment parvenir à faire un bon titre? Puis faire d'avoir inspirez-vous des titres des travaux déjà publiés. Il est préférable d'aller consulter les travaux qui ont été déjà écrits par des écrivains de ton rang ou bien par des écrivains qui écrit sous ton sujet et qui ciblent les mêmes lecteurs. Donc, ce n'est pas de copier là où tu pourras avoir, on peut dire, des sanctions juridiques. Ok, passons au résumé. Comme le résumé, c'est tout simplement de décrire de manière simple les objectifs, la méthode et le résultat de ta recherche. Donc, comment y parvenir? Comment parvenir à faire un bon résumé? D'abord, il faut t'inspirer des travaux qui ont été déjà publiés par des autres écrivains. Pourquoi pas aller consulter les travaux qui ont été déjà publiés si tu manques une inspiration. Cette inspiration se donnera dans l'avance et ça va t'assurer que tu pars dans la bonne direction. On dit aussi qu'il faut soyez bref et c'est comme si en sorte que il ne faut pas tout dire dans un seul mot, mais un mot de 170 suffit de dire tout ce que tu veux dire dans ton résumé. Aussi, on dit miser sur le suspense.
il faut miser sur le suspense, de sorte que quand le lecteur lit ton travail, il est prêt à se plonger dans ton travail. Mais aussi à la place du lecteur. Et enfin, on dit, faites lire le résumé de ton travail.